13 août, 2 heures du matin. Cette nuit-là, la chaleur est étouffante. Vous n'arrivez pas à vous endormir. À bout de nerfs, vous changez de position pour la 250e fois. Ça y est, vous êtes sur le point de vous assoupir quand soudain, le vrombissement insupportable d'un moustique près de votre oreille vous alerte de sa présence. Muni de votre chaussure, vous tentez d'attraper cet insecte de malheur. En vain. Votre mollet commence alors à vous démanger. Puis, c'est votre avant-bras. Dans ces conditions, trouver le sommeil est devenu mission impossible. alors une idée cruelle mais réjouissante vous traverse l'esprit. Pourquoi ne pas éradiquer tous les moustiques ? Sachez d'abord que vous n'êtes pas les seuls à trouver cette perspective désirable. Nous avons réalisé un sondage sur 160 personnes et à la question « Éradiquer les moustiques, une idée réjouissante ?» le résultat est sans appel. C'est un grand oui pour 81% des sondés. Si les piqûres, les rougeurs et les démangeaisons vous rendent fou, la question se pose d'autant plus sérieusement que le moustique, bien qu'il ne pèse que quelques milligrammes et mesure moins d'1,5 cm, est l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Et de très loin, avec plus de 700 000 victimes par an. Il tue plus d'hommes que l'homme lui-même. Véritable sanguinaire, il peut absorber jusqu'à 1,5 fois son poids en sang pour se rassasier et au passage, vous contaminer avec l'une des nombreuses maladies dont il peut être porteur, paludisme, dengue, chikungunya, fièvre jaune ou encore Zika. Cependant, le moustique se décline sous plus de 3000 espèces et comptabilise 170 millions d'années d'évolution pourrait bien donner du fil à retordre à ceux qui voudraient sa mort. Ainsi, nous pourrions nous demander, un monde sans moustiques, utopique ou envisageable ? Nous apprendrons tout d'abord à mieux connaître le moustique et le danger qu'il représente, avant de nous intéresser aux moyens développés pour l'éradiquer. Nous verrons enfin pour quelles raisons il n'est pas si simple d'envisager un monde sans moustiques. Il existe environ 3600 espèces différentes de moustiques, dont 6% piquent les humains. Et parmi eux, uniquement les femelles piquent, afin de satisfaire leurs besoins en protéines, contenues dans le sang, qui leur permettront ensuite de développer leurs œufs. La piqûre du moustique s'effectue en plusieurs étapes. La trompe de celui-ci, appelée le proboscis, est divisée en 6 stylés. Les 2 maxillaires possèdent de petites dents qui permettent de percer les tissus de la peau. Les 2 mandibules servent à maintenir les tissus ouverts pendant que le moustique travaille. Enfin, le labre est destiné à prélever le sang, tandis que l'hypopharynx permet d'injecter une salive anticoagulante et anesthésiante, ce qui explique que l'on ne sente pas l'insecte nous piquer. Cette salive est nécessaire aux moustiques, car le sang humain est trop épais pour passer par sa trompe. Elle sert alors de fluidifiant. Elle est dite anticoagulante. Après avoir injecté sa salive, le moustique peut enfin prélever le sang de sa victime. Sa piqûre est dite intraveineuse, car il va à l'aide de son labre essayer de trouver le vaisseau sanguin dans lequel il va prélever du sang. Lorsqu'il en trouve un, il enfonce doucement sa trompe dans le vaisseau et aspire le sang rapidement. La piqûre d'un moustique dure en moyenne 4 minutes. Mais alors, comment expliquer la formation d'un bouton qui nous démange après que le moustique nous ait piqué ? En fait, la salive injectée par le moustique provoque une réaction allergique, plus ou moins importante selon les individus. Cette inflammation est due à la réaction de l'organisme face à la salive du moustique. En effet, les globules blancs sécrètent une molécule appelée histamine. Cette amine naturelle provoque alors une réponse immunitaire à la propagation de la salive du moustique. L'histamine élargit les vaisseaux sanguins autour de la piqûre, formant ainsi un bouton. De plus, la molécule irrite les nerfs environnants, ce qui explique les démangeaisons ressenties. Une fois que le moustique a piqué un individu, il est capable de pondre jusqu'à 1000 œufs. Ces œufs sont pondus à la surface de l'eau. En effet, la plupart des espèces se développent plus facilement en milieu humide. Ainsi, les larves se développent sur une durée pouvant varier de 5 à 90 jours, suivant l'espèce, la luminosité et la température du milieu. Ces larves respirent par leur abdomen. Puis, après 4 mues, les larves évoluent en nymphes. Durant ce stade, les ailes, antennes et pattes du moustique se développent. Cette étape finale dure entre 24 et 72 heures. Enfin, une fois adultes, les moustiques s'accouplent et les femelles partent à la recherche d'un individu à piquer. Ce processus se reproduit en boucle. Cependant, lorsque le moustique prélève le sang d'une personne atteinte d'une maladie, il est alors lui aussi infecté, car il ingère les parasites, virus et bactéries contenus dans le sang. Une fois le moustique infecté, le virus se multiplie et se propage dans tout son corps, en commençant par l'estomac, puis dans les glandes salivaires. Ceci prend 2 à 6 jours.
Si le moustique infecté pique une autre personne durant cette période, il transmet alors la maladie à sa victime par sa salive. Lorsqu'une femelle est infectée, elle peut contaminer jusqu'à 6 personnes. Les maladies transmises par les moustiques sont dites maladies vectorielles car elles ont besoin d'un support pour se propager. Lorsqu'un virus est transmis par un arthropode se nourrissant de sang, on parle d'arbovirus. Cette situation concerne habituellement les zones endémiques, propices au développement des moustiques. Cependant, ces dernières années, à cause du réchauffement climatique, du développement du commerce et du tourisme mondial, des cas de personnes infectées par un virus transmis par le moustique sont apparus dans des régions du monde jusqu'alors épargnées. Il existe 2 espèces en particulier qui peuvent être porteuses de virus ou de parasites dangereux. La première de ces espèces est Aedes aegypti ou Albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre. On le reconnaît grâce à sa silhouette noire à rayures blanches. Présent depuis des années en Asie, en Afrique, mais également dans l'océan Indien, Aedes albopictus a envahi depuis 2004 le sud-est de la France et est actuellement implanté dans 33 départements métropolitains, tandis que Aedes aegypti se propage, lui, dans les tropiques, notamment en Amérique du Sud. L'espèce Aedes peut être porteuse de virus comme le chikungunya, Zika, la dengue ou la fièvre jaune. Des maladies caractérisées par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. Les virus du chikungunya, Zika et de la dengue peuvent être de plus associés à des troubles rhumatiques, des maladies infectant les reins et le cœur. Dans les cas les plus graves, ces maladies peuvent entraîner la paralysie, des troubles neurologiques et enfin la mort. La fièvre jaune, quant à elle, mène au décès lorsqu'elle atteint une phase toxique. De plus, ces 4 maladies peuvent engendrer le syndrome de Guillain-Barré. La seconde espèce dangereuse est l'espèce Anophèle, plus particulièrement Anophèle gambiae, principal vecteur du paludisme causant 600 000 morts par an et qui aurait tué la moitié des personnes ayant déjà vécu sur Terre. Présent principalement en Afrique, il peut transporter des parasites du genre Plasmodium falciparum à l'origine du paludisme. L'infection débute par une fièvre qui peut s'accompagner de maux de tête, de douleurs musculaires, de fatigue, de vomissements ou encore de tout. Cette infection conduit également à l'anémie, voire à la mort. Dès lors, la perspective d'éradiquer les moustiques n'apparaît pas comme sadique, mais comme un moyen censé réduire la diffusion de virus meurtriers. Les techniques mises en œuvre au cours de ces dernières années sont variées et ont avancé des résultats plus ou moins concluants. Des techniques simples ont été mises en place pour se débarrasser localement des populations de moustiques. On sait que les larves de moustiques se développent dans des petits points d'eau, tels que des pneus abandonnés, des égouts ou des pots de fleurs. On a donc essayé d'empêcher leur reproduction en vidant ces derniers, ainsi que les brouettes, ou encore en fermant les poubelles. Mais ces techniques se sont révélées trop superficielles. Ainsi, depuis des années, les insecticides sont le moyen le plus courant pour se débarrasser des moustiques. De larges épandages ont été effectués et ont marché un certain temps. L'action des insecticides se fait au niveau des synapses neuromusculaires, structure qui assure la transmission du message nerveux des neurones à la fibre musculaire, grâce à la libération de neurotransmetteurs, molécules d'acétylcholine. Cela permet la contraction ou le relâchement du muscle, et donc le mouvement. Les insecticides dits organophosphorés se fixent sur l'acétylcholinestérase, enzyme qui régule la transmission du signal nerveux en effectuant l'hydrolyse de l'acétylcholine. Le signal nerveux est alors transmis en continu, entraînant une désensibilisation du système nerveux, la paralysie, puis la mort de la cible. Extrêmement toxiques, ils sont non seulement nocifs pour nous, mais également pour l'environnement. Ne ciblant aucune espèce en particulier, des insectes indispensables aux écosystèmes sont atteints. Enfin, les moustiques ont développé aujourd'hui des résistances aux insecticides. Nous y reviendrons. Il a donc fallu se tourner vers de nouvelles méthodes. L'une d'elles utilise une bactérie, nommée Wolbachia, et vise uniquement les Aedes aegypti. L'espèce principale vectrice du virus Zika, de la dengue ou encore du chikungunya. Wolbachia est une bactérie naturellement présente chez 60% des espèces d'insectes. La technique développée, très délicate, consiste à utiliser des aiguilles microscopiques afin de prélever la bactérie chez des mouches de fruits et l'injecter à des mâles Aedes. Ainsi, ces derniers possèdent une version de Wolbachia différente, incompatible avec celle des femmes. Lors de l'accouplement, l'incompatibilité des 2 versions entraîne la mort des larves. Des tests ont été effectués au Brésil,
à Rio de Janeiro, au moment des Jeux olympiques de 2016. L'idée de stérilisation d'insectes revient quant à elle à Edward F. Knipling. En 1953, il utilisait des machines à rayons X afin de rendre des mouches ravageuses de récolte, les Lucili bouchères, stériles, puis de les relâcher dans la nature. Il fait des tests sur quelques îles autour des États-Unis. En 1959, la moitié sud des États-Unis est débarrassée de la mouche. Puis progressivement, c'est l'ensemble du pays. En 2002, Luc Alphée s'inspire des méthodes de Knipling et crée une lignée d'Aedes stériles grâce à l'ingénierie génétique. Il crée ensuite l'entreprise Oxitec en 2015. Elle conçoit des moustiques génétiquement modifiés, Oxitec OX513A, dotés d'un gène qui les tue au stade larvaire. La modification de l'ADN a été rendue possible grâce à un nouvel outil technique, CRISPR-Cas9. Vulgairement traité de ciseaux, cet outil peut peut-être ouvrir la porte des humains génétiquement modifiés. Il s'agit d'une enzyme qui dispose d'un ARN. Les chercheurs injectent l'enzyme avec le gène modifié pour que CRISPR-Cas9 puisse s'insérer dans l'ADN. La séquence visée de l'ADN est donc coupée. Enfin, l'ADN se régénère avec le gène modifié. Pour produire des milliers d'exemplaires de la souche transgénique, le processus est minutieux. Des centaines de milliers d'œufs sont produits chaque jour, récoltés et placés dans des bacs où se développeront les larves, puis les nymphes. Ensuite, mâles et femelles sont séparés. Les mâles génétiquement modifiés ne survivent que grâce à l'apport d'un antibiotique qui leur est introuvable dans la nature. Une fois adultes, ils sont relâchés par milliers dans la nature de façon plutôt artisanale. Les femelles moustiques ne se reproduisent en général qu'une seule fois. Ainsi, lorsqu'elles s'accouplent, le mâle leur transmet le gène qui empêchera plus tard à leurs larves de se développer. Le moustique OX513A a donc été le premier animal transgénique libéré dans la nature, lors de tests très concluants menés au Brésil, au Panama et dans les îles Caïmans. La réussite de l'entreprise Oxitec a été possible grâce à l'investissement financier de la fondation Bill et Melinda Gates. Impliquée dans la lutte contre le moustique, l'entreprise Microsoft a d'ailleurs récemment annoncé la création d'un drone chasseur de moustiques pour identifier les foyers d'infection. Mais alors que nous avons conscience que certaines espèces de moustiques provoquent d'immenses dégâts et que différents moyens de les supprimer ont été mis en place, qu'est-ce qui freine la perspective d'éradication du moustique ? Eh bien, tout d'abord, nous ne savons pas quel impact aurait une telle éradication sur les écosystèmes. En effet, le moustique, comme n'importe quel être vivant, joue un rôle dans son écosystème. Au sein de la chaîne alimentaire, d'abord, les moustiques servent de nourriture à de nombreuses espèces. En tant que larves, ils sont mangés par des invertébrés aquatiques, batraciens, poissons, puis en tant qu'adultes, ils constituent les mets de prédilection d'oiseaux, de chauves-souris, de libellules, d'araignées, de salamandres, de lézards et de grenouilles. Si leurs larves venaient à manquer, des centaines d'espèces pourraient donc perdre une source alimentaire essentielle. De plus, le moustique au stade larvaire filtre l'eau. Afin de se nourrir et de se développer, il la débarrasse des bactéries qui s'y trouvent. Les larves de moustiques permettent donc de dépolluer leur environnement et participent au cycle de carbone et de l'azote. En outre, les moustiques, et c'est peu connu, sont des pollinisateurs. En effet, le sang aspiré par les femelles leur est simplement utile pour la croissance de leurs œufs. Mais pour voler, les moustiques ont besoin de sucre qu'ils trouvent dans le nectar des plantes. Une autre façon par laquelle le moustique pourrait être utile à son environnement est en empêchant certaines espèces, de rongeurs ou d'oiseaux notamment, de proliférer par le biais des maladies qu'il leur transmet. Enfin, le mécanisme de la piqûre et les substances anticoagulantes que l'on trouve dans la salive du moustique suscitent l'intérêt des chercheurs car elles pourraient être utiles face aux maladies cardiovasculaires notamment. Et même s'il semblerait que les moustiques ne fassent pas grand-chose qui leur soit propre, leur éradication totale aurait sans doute de graves conséquences sur les écosystèmes, ou pourrait être compensée par l'arrivée d'une autre espèce peut-être encore plus dangereuse qui profiterait de la place libérée dans la niche écologique pour se développer. Sommes-nous prêts à prendre de tels risques ? Pas si sûr.
De plus, cela n'aurait aucun sens de vouloir éradiquer toutes les 3546 espèces de moustiques, alors que très rares sont celles vraiment dangereuses. Abandonnons donc déjà l'idée certes réjouissante d'un monde débarrassé de moustiques pour nous concentrer sur un objectif plus réaliste. Comment pourrions-nous éradiquer les espèces qui représentent une réelle menace? Ainsi, dès 2003, dans une tribune du prestigieux New York Times, la biologiste Olivia Johnson s'est prononcée en faveur du spécicide de 30 types de moustiques. Comme le souligne Éric Marois, le chercheur que nous avons interrogé, une intervention contre le paludisme à l'aide d'un forçage génétique à but d'élimination ne viserait qu'une seule espèce, Anopheles gambiae, le principal vecteur, ou quelques-unes. On peut s'attendre à ce que l'impact sur l'écosystème soit alors modeste si les dizaines d'autres espèces de moustiques non ciblées sont capables de compenser le vide laissé dans la niche écologique. En réalité, ce sont d'abord les limites des méthodes d'éradication et non le manque d'intention de les mettre en œuvre qui freinent le projet d'élimination des espèces de moustiques dangereuses. Évoquons d'abord la méthode traditionnelle d'éradication du moustique, la pulvérisation massive d'insecticides. En plus de se révéler toxique et par conséquent dangereuse pour la santé et l'environnement, cette technique s'avère inefficace. Et pour cause, le moustique n'a jamais cessé de s'adapter depuis son apparition sur Terre, bien avant nous. La rapidité de reproduction du moustique, formation d'une nouvelle génération en seulement 3 semaines, confrontée à l'utilisation intensive et répétée des mêmes insecticides depuis plus de 40 ans, a conduit à la sélection et à la diffusion des résistances aux insecticides à l'échelle mondiale. Les mutations responsables des différents mécanismes de résistance aux insecticides ont été identifiées. Elles interviennent sur 3 loci, S2, S3 et AC1. Elles provoquent soit une surproduction d'enzymes détoxifiantes, les estérases, qui vont directement dégrader l'insecticide pour le rendre inopérant, soit engendrer la modification de la structure de l'acétylcholinestérase, l'enzyme cible des insecticides au niveau des synapses. Ils ne peuvent plus s'y fixer, il n'y a donc aucune conséquence sur l'activité du système nerveux. La propagation des résistances, la difficulté de découvrir de nouveaux insecticides et leurs effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine justifient désormais d'explorer en profondeur la piste du forçage génétique comme moyen de lutte complémentaire, sinon de substitution. Cependant, la technique se développe tout juste, est coûteuse et suscite déjà de nombreuses interrogations et inquiétudes puisqu'elle comporte de nombreux risques. Et si ça marchait moins bien que prévu? Certains moustiques pourraient posséder naturellement des allèles réfractaires à une construction de forçage génétique envisagée, ou ces allèles pourraient apparaître à cause du mécanisme lui-même. Et que se passerait-il en cas d'erreur dans le processus de forçage génétique? À l'intérieur d'une espèce, une autre partie du génome pourrait être modifiée, dopant le moustique au lieu de l'affaiblir, ou le rendant résistant aux insecticides, ou même capable de transporter de nouveaux parasites. Nous avons soumis ces craintes à notre expert Éric Marois, qui travaille justement sur des systèmes de forçage génétique destinés à éradiquer ou à modifier des moustiques vecteurs de paludisme. Pour que le forçage génétique soit le plus efficace et le moins risqué possible, ce dernier préconise l'utilisation de forçage génétique multiplex. Cela consiste à réaliser plusieurs constructions transgéniques, d'abord visant plusieurs cibles différentes avec contre chaque cible plusieurs séquences d'ADN ciblées, car il est peu probable que le pathogène rassemble toutes les mutations nécessaires à la résistance à toutes les molécules avec lesquelles on l'attaque. Un autre problème inquiète. Qu'arriverait-il si le gène modifié se transmettait à une autre espèce? On évoque souvent ce risque, mais bien qu'il existe dans la nature, il est très rare. En réalité, il n'y a pas plus de raison que le moustique nous transfère ses transgènes plutôt que ses gènes légitimes, auquel cas nous serions déjà transformés en insectes. En outre, le forçage génétique à élimination de populations en inquiète certains qui considèrent qu'Oxitec joue aux apprentis sorciers puisqu'on ne connaît pas avec précision les éventuelles retombées écologiques d'une telle éradication. Il faut d'abord s'assurer que l'espèce que l'on veut éradiquer n'a pas un rôle essentiel dans l'écosystème. Réussir à éradiquer une espèce invasive dans son nouveau écosystème, comme le moustique tigre en Europe, ne présenterait pas de risque puisque cette espèce n'en faisait pas partie auparavant. En revanche, supprimer une espèce utile dans un écosystème risque de déstabiliser celui-ci, comme dans le cas de l'anophèle en Afrique, aliment de grenouilles ou d'araignées,
qui s'attaque aussi à certains insectes détruisant des récoltes. Sa disparition pourrait alors remplacer une maladie par une famine. Ainsi, dans les cas où les espèces sont légitimes dans leurs écosystèmes, il serait donc plus prudent d'avoir recours à un forçage génétique à modification de population. Guérir le moustique plutôt que le détruire. On pourrait tout de même douter de l'utilité du recours au forçage génétique, car la seule mise en œuvre des moyens actuels, moustiquaires imprégnés, chimioprévention, meilleure prise en charge des malades, a déjà fait grandement chuter le nombre de décès dus au paludisme et continue de le faire. Mais Éric Marois assure: il ne faut pas se priver de l'un des outils possibles dans la boîte à outils de la lutte contre le paludisme, surtout à l'heure où les outils existants deviennent moins efficaces. Les populations d'anophèles ont déjà évolué pour piquer plutôt en soirée afin d'éviter les moustiquaires. Les résistances aux insecticides et aux antipaludéens se développent. Ainsi, les défenseurs du gène drive en sont convaincus. Leur découverte sauvera des vies, beaucoup de vies à l'avenir, à condition de parfaire les connaissances et de vaincre les réticences. L'idée d'un monde sans moustiques relève donc de l'utopie, car leur éradication totale constituerait un danger pour les écosystèmes. Toutefois, utiliser le forçage génétique dans les années à venir pour réduire et contrôler les espèces de moustiques propageant des épidémies serait l'une des plus grandes victoires de la santé publique de l'histoire. Reste cependant une question éthique et morale. Peut-on supprimer des espèces entières, aussi meurtrières soient-elles, quand l'homme lui-même constitue un danger pour la nature dans son ensemble ?